question, j'ai essayé de récuser notamment les explications sociales au terrorisme. Finalement, pourquoi j'ai pris celle-là comme agacement numéro 1? Parce que les grilles de lecture me semblent tout erronées pour comprendre cette chose. Je dis cette chose parce que personne, à commencer par moi, n'a réussi pour l'instant à expliquer. Une des hypothèses du livre, c'est parce que peut-être il n'y a pas tant de choses que ça à comprendre. C'est en tout cas la ligne rouge du livre. On essaye toute la journée d'injecter du sens, de l'intelligence, de la philosophie, de la sociologie, de la politique, de la géopolitique, dans des événements qui, lorsqu'on les regarde de manière froide, apparaissent souvent, exemple, l'attentat des frères Kouachi, comme du niveau idéologique d'une cour de récréation et d'un règlement de compte. Ça n'empêche pas qu'il y a un contexte géopolitique qui amène à essayer d'avoir des explications plus pointues, notamment le fait qu'en Syrie, ça n'a échappé à personne, il y se passe une sorte de guerre, enfin, il y a un germe qui essaye de contaminer toute la planète. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était pas tant ce contexte que la manière qu'a, par exemple, Daesh d'attirer les djihadistes. Et la manière d'attirer les djihadistes, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais elle est proche du sol. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, et le livre de David Thompson, Les Revenants, est tout à fait intéressant à ce sujet, les motivations premières des djihadistes, finalement, c'est de reconstituer une sorte de Raqqa Island à Raqqa, où la première obsession, une fois sur le terrain, c'est choper de la meuf, fumer du shit, écouter du rap et reproduire en grandeur nature, un peu comme lorsque Pinocchio allait au pays des enfants, d'une manière comme dans un parc d'attractions, tous les vices impunis en France et qu'on essaye de réinventer sur place, puissance 10. Alors, je sais bien que la tentation de faire un livre géopolitique est reprise par beaucoup de journalistes, mais moi je voulais comprendre vraiment ce qui se passait là chez nous, comme n'importe quel citoyen français aurait peut-être pu l'exprimer. Comme je suis écrivain, je l'ai fait à la place de ceux qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils manquent de temps ou voilà, ou peut-être de talent, enfin, ou ils n'ont pas forcément la possibilité de le dire. Je me suis fait le porte-parole des gens qui sont agacés par des types qui n'ont rien à dire et qui font du mal à tous les citoyens français. Mais vous, avant de laisser la parole à Zemmour, parce que votre livre a tout pour m'enthousiasmer et tout pour énerver Zemmour, donc je garde la parole encore une seconde, vous butez quand même sans cesse sur une contradiction, c'est à savoir qu'on a l'impression que tout ce qui tourne autour du terrorisme est quelque chose d'un peu énigmatique, un peu tombé du ciel, on n'arrive pas trop à l'analyser, et en même temps, vous ne cessez de le rattacher à des vieilles traditions d'autres formes de terrorisme, même des punks. Il y a un passage très intéressant sur le punk, même si c'est évidemment pas des terroristes, et même avec les attentats anarchistes au tournant du Alors, ce que 19e et je voulais dire, c'est que la sensation de peur qu'on a toute la journée, cette sensation, et quand on lit la presse des années 1890, on a à la virgule, des extraits, d'ailleurs, oui. à la virgule près les mêmes obsessions. Les lois scélérates, qui sont en gros l'état d'urgence. Est-ce qu'on punit bien? Est-ce qu'on punit trop? Est-ce qu'on punit pas assez? Et le gouvernement est toujours accusé de ne pas suffisamment en faire. Et ce qui est drôle, c'est que les terroristes de 1890, qui ont une idéologie, contrairement à... c'est la thèse du livre, qui ont une idéologie erronée, mais qui ont en fait, finalement, comme volonté d'établir une sorte de communisme universel, ils ont... C'est rapide, ça. Oui, enfin, en tout cas, ils sont envoyés par Moscou. C'est pas le communisme. Non, mais ils sont envoyés par Moscou. Ah non, Moscou, ça n'existe pas en 1890. Non, mais je sais bien. Mais je veux dire, c'est à ça que leur successeur, notamment l'extrême gauche des années 70, va se rattacher. Ah non, ça, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est l'école, le noyau vient de là. La question est la suivante, c'est que lorsqu'on lit la presse de l'époque, on s'aperçoit que les anarchistes qui posent des bombes, Gare Saint-Lazare, etc., se trompent de bâtiment, sont rattrapés par la police, exactement comme les frères Kouachi sont rattrapés par la police, et finalement, dans l'impression qu'on a d'être en insécurité, on a finalement, dans le passé, des exemples qui sont ceux que nous vivons aujourd'hui. On a la même peur, les mêmes débats au Parlement, avec un peu plus de courage de la part des hommes politiques. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un anarchiste qui vient poser une bombe pendant un débat à l'Assemblée... Il continue les débats. Il parle, je crois, il parle du beurre ou je sais pas quoi, et il continue à parler du sujet du jour, alors qu'il y a des députés qui sont en train de saigner. Et il dit, oui, bon, on verra ça tout à l'heure, je vous interdis de faire la moindre allusion à ce qui vient de se passer. Voilà la seule différence. Vous dites que en fait, le lien entre tout ça, c'est la jeunesse des auteurs, indépendamment de leur médiocrité. Je vois que la seule manière de rattacher ce qui se passe aujourd'hui, les djihadistes, avec les anarchistes des années 1890, les brigades rouges des années 1970, action directe,
Alors la grande différence, c'est que là, il n'y a pas d'idéologie, en tout cas d'idéologie, je veux dire, qui serait digérée par ceux qui posent, qui tirent à la Kalachnikov aujourd'hui, mais ce qui est le point commun entre la terreur de la Révolution française, les anarchistes, les punks, etc., c'est la radicalité propre à la jeunesse. La jeunesse. Ah ben voyons. Bon, ça y est, je peux intervenir? Allez-y. Parce que là, putain, j'ai eu du mal. Alors, je pense qu'un jour, cher Yann Moix, dans, allez, 50 ans, les historiens de cette époque-là s'interrogeront, un peu dubitatifs, sur la capacité absolument extraordinaire, je dis bien extraordinaire, d'innombrables écrivains, intellectuels, journalistes, des esprits souvent brillants et talentueux, à inventer, à créer de toutes pièces, de leur esprit brillant, des théories plus ou moins complexes, plus ou moins fumeuses, plus ou moins fondées, simplement, pour excuser, pour protéger ce que faisait l'islam sur le sol de France au début du XXIe siècle. Je pense que les historiens, soit nous serons déjà une république islamique, et les historiens de l'époque diront que c'est la providence divine qui a aveuglé tous ces gens. Soit nous ne serons pas, oui, dont vous êtes, évidemment, soit nous ne serons pas, par miracle, une république islamique, et dans ce cas-là, les historiens diront, et c'est beaucoup plus grave, parce que j'ai vu que vous aimez accuser les autres ainsi, je pense que c'est la propension millénaire, en tout cas séculaire, des élites françaises à la collaboration avec l'ennemi le plus puissant, qu'il fût anglais, allemand ou russe. Voilà ce que je pensais en lisant votre livre et en vous écoutant tous les deux. Parce que, vous comprenez, Nolo vous fait un éloge, très bien, j'en suis ravi pour vous, et c'est pas si fréquent. Donc, quoique, par rapport à l'époque de Ruquier que Anaïs évoquait, il s'est un peu ramolli, mais bon, c'est pas grave, c'est là. Je vais vous dire quelque chose. Votre livre est en brillant ce que j'ai lu partout. C'est-à-dire, soit des pauvres garçons, soit des imbéciles, soit de la compassion, soit du mépris. Mes chers Yann Moix, je vais vous dire ce qu'ils sont, moi. Ils sont des gens qui, ont une foi religieuse, qui, pensent-ils, vont les sauver, et deux, ce sont des militants politiques. C'est-à-dire deux choses qui ont disparu de l'Occident et de la France en particulier, et on ne sait même plus, on n'arrive même plus à comprendre qu'ils puissent penser ainsi. Je vais vous dire une phrase très simple, j'ai noté, parce que j'ai noté des tas de trucs, vous imaginez, de Sohib Benchek, je ne sais pas si vous connaissez l'ancien moufti de Marseille. Il dit une phrase très simple qui va régler notre discussion. Si on prend le texte fondateur de l'islam, il parle du Coran évidemment, et qu'on l'applique, on ne doit rien reprocher à Daesh. Point final. Bon.